tourne. 5-4-3-2-1-0. Donc nous sommes samedi matin, en direct, il est 7h40. Emma Bonino, vous êtes vice-présidente du Sénat italien, ancien ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes en Italie, et vous avez été très très longtemps commissaire européen. Hélène Gracié-Northfleet, vous êtes l'ancien premier magistrat de la Cour suprême du Brésil. Aujourd'hui, vous allez essayer de travailler dans les arbitrages. Hein. Vous êtes toujours dans ce domaine-là. Et nous allons parler donc de la crise économique mondiale avec d'abord du côté de l'Italie. L'Italie, hier, jeudi exactement, a levé de l'argent pour ses dettes, plus de 6 milliards d'euros. Et malheureusement, un taux d'intérêt toujours de plus en plus prohibitif parce que les agences de notation vous ont à nouveau dégradé. On ne pense pas que vous allez y arriver. Que pensez-vous de cette attitude des agences de notation et du regard que l'on porte sur la crise et plus particulièrement celle de l'Italie? Mais moi je pense que sur la crise italienne, il y a deux éléments de fragilité. L'une, c'est un élément financier et économique. On a une dette publique à 120%, pas de croissance en gros les derniers 10 ans, et des réformes qu'on n'a jamais faites dans les années 80-90. Et à tout ça s'ajoute aussi une fragilité politique évidente. Donc, si vous mettez les deux éléments ensemble, c'est évident que les gens n'ont pas beaucoup confiance. Donc vous comprenez les agences de notation qui vous dégradent? Je comprends surtout, à part les agences, je comprends surtout que les gens ne veuillent pas, ne soient pas incités à investir dans mon pays. Parce que, bon, ils peuvent investir n'importe où. Hein. Et ce n'est pas qu'ils sont des farouches investisseurs, c'est les épargnes de tout le monde en gros, hein, même les miens si vous voulez. Et donc, comme on peut investir ailleurs, et comme on n'a pas une Europe d'union politique qui puisse garantir à niveau politique, on a seulement une monnaie commune. Et donc, troisième fragilité, parce que ça n'a jamais existé au monde une monnaie commune sans une politique commune. Et donc, si vous ajoutez les trois fragilités, c'est évident que ce n'est pas un avenir rose, bien le contraire. Ça vous fait quoi de savoir que vous êtes sur le prochain de la liste, après la Grèce, l'Espagne, le Portugal, si ça continue comme ça? À mon avis, de mon point de vue de radical, on a dénoncé tout ça à partir des années 80. Vous imaginez que j'étais la première, on a été les premiers à déposer le projet de loi sur l'équilibre du budget dans la Constitution. Hein. Et c'est évident qu'on a vécu, pour des raisons de partitocratie dans mon pays, au-dessus de nos possibilités, tous les années 80 et 90. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Et donc, c'est pour ça que je suis promoteur aussi, avec d'autres, d'un grand appel à l'Europe, au sommet qui va se réunir le 23, du fait de dire il faut absolument éteindre l'incendie, hein, et après, et entre-temps, se donner les institutions qu'il faut pour être une vraie union politique. Mais entre-temps, il faut éteindre l'incendie, parce qu'après nous, ce sera d'autres, hein, parce que les incendies ont ça de mal, l'un, ça va l'un après l'autre. Alors, Hélène Gracié-Northfleet, vous êtes représentante d'un pays émergent riche, le Brésil, qui, avec la Chine, l'Inde et d'autres, ont envie d'intervenir pour aider l'Europe en disant l'Europe est à l'épicentre du ralentissement économique depuis un an, ils font rien, ils sont paresseux, on va mettre de l'argent. Pourquoi cette décision? Je dois éclaircir avant tout que je ne parle pas pour le gouvernement du Brésil, je n'appartiens pas au gouvernement. Et en plus, je ne suis pas une spécialiste en analyse économique, mais on peut, en tant que citoyenne, avoir ses idées sur cela. Je crois que la position du Brésil et des autres BRIC est compréhensible et on peut l'expliquer facilement. Du point de vue du Brésil et d'un point de vue exclusivement juridique, qui est mon champ d'activité, notre Constitution, dès son ouverture, parle en solidarité. Et alors, ça serait la base pour n'importe quelle nation. En plus, nous avons un surplus du commerce extérieur. Nous avons la balance cambiale qui nous est favorable. En plus, nous avons
ce que Madame disait que l'Europe manque, une stabilité économique et politique. Nous l'avons gagné après d'un nombre d'années d'efforts. Ça n'a pas été facile. Oui, mais est-ce que c'est vraiment de la solidarité, hein? Est-ce que c'est pas un calcul aussi pour avoir plus de pouvoir au sein du FMI? On voit d'ailleurs que les Américains ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée que vous donniez un peu plus d'argent. Bien sûr, on peut faire d'autres analyses. En termes théoriques, on pourrait dire que bien, ça nous donne un peu plus de pouvoir au sein du G20. Ça peut nous donner une chaise à l'ONU, au Conseil de sécurité. Ce sont des mouvements de politique extérieure très importants et raisonnables. Une chose, la solidarité qui est marquante dans le peuple brésilien, même entre les individus, n'est pas au contraire de ces gains politiques. Vous dites même que c'est une sorte de bras d'honneur, si je puis m'exprimer ainsi, aux États-Unis. Je dirais que ça a plus à voir avec nos racines européennes. La population brésilienne est très mesclée. Nous avons des Italiens, nous avons des Français. Moi-même, j'ai un peu de sang italien, un peu de sang français, de sang anglais, portugais, et tout ça. Alors, les Brésiliens se sentent très à l'aise pour retourner en Europe, disons ici, disons cela, en apportant quelques fonds pour faire face à une crise qui est globale. Cette crise n'est pas locale, Madame l'a dit très bien. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe aura des conséquences toutes parts. Alors c'est une mesure qui inclut de grandes précautions que de faire ce mouvement-là. Emma Bonino, vous acceptez que les BRICS, entre autres le Brésil, apportent de l'argent au FMI pour renflouer les dettes souveraines des pays européens et les banques? Écoutez, moi je pense déjà que l'interdépendance, on n'a pas réfléchi, hein, mais l'interdépendance de tous les pays, c'est si évidente. Quand j'étais ministre du Commerce extérieur, c'était tellement clair que si tu veux produire, il faut que quelqu'un achète. Et si les gens achètent, il faut que quelqu'un produise. Donc, ouais, même à niveau manufacture, hein, donc aussi à niveau financier. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt des pays qui sont en croissance économique de stabiliser de participer à stabiliser une crise. Parce que mais acceptez-vous que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, seuls dans leur coin, calculent et fabriquent et organisent la réponse européenne, mais attendez, sans l'Italie à la limite? Non, moi je ne suis pas nationaliste, je suis européenne, mais je ne suis pas nationaliste qui fait la différence. Mais le problème que ce soit Allemagne et France, ce n'est pas le problème du Brésil. Déjà, c'est notre problème d'Européens qu'on n'a jamais voulu, si vous voulez, effectivement compléter le projet européen. Et donc, qu'on s'est borné au côté économique, le marché commun et la monnaie commune, et rien d'autre, qu'on a rejeté maintes traités, qu'on n'a pas une politique ni de défense ni étrangère commune. Et donc, pour le moment, cette idée que les deux pays se mettent d'accord, d'ailleurs, n'est presque jamais le cas. Hein, parce que sur la gestion de la crise, ça a été vraiment too little, too late, on dirait. Hein, toujours, on espère que maintenant, ils aient compris, etc. Mais faisant l'économie, pas seulement de l'Italie, mais aussi des autres pays. Et je pense que tout ça, ça ne tient pas à niveau, disons, c'est pas soutenable. Hein? Donc moi je pense qu'il faut reprendre le projet européen de Spinelli et compagnie, qu'il faut arriver à notre version à nous d'États-Unis d'Europe, que le peuple doit avoir leur mot à dire, donc les pouvoirs au Parlement européen. Et ça passe par la rigueur? Non, je pense qu'on ne peut pas découpler rigueur et croissance. Le seul problème, c'est que la croissance sans d'austérité, je parle pour mon pays par exemple, n'est même pas envisageable. Hein. On paye tellement pour le service de la dette que si on ne réduit pas la dette publique, on devrait croître à 10%.
Le Brésil, vous avez vécu il y a de très nombreuses années aussi la crise, l'inflation et la rigueur. Est-ce qu'il faut faire la même chose en Europe? L'année, 5000% l'année. C'est l'inflation de l'Allemagne au temps de la guerre. Alors, ça a été très dur. La population brésilienne, surtout les pauvres, ont souffert beaucoup. Alors, on ne veut pas retourner à cette situation-là. On a une politique fiscale assez austère et c'est vraiment le moment où nous nous sentons assez bien, assez à l'aise. J'imagine. Pour justement participer du groupe des grands pays. Mais en même temps, vous trouvez que l'exigence d'austérité dans une période où la crise économique est mondiale, une austérité renforcée en Europe, c'est une bonne chose pour relancer l'économie mondiale ou pas? Sans doute, l'austérité est toujours bienvenue. Mais ça peut créer la récession aussi. Peut créer la récession. On va pas dire aux gens ne consommez pas. C'est pas ça. On n'arrive pas à cet extrême. Mais quand même, un peu d'austérité est toujours bienvenue. Et moi, je partage, par exemple, vu que la longueur de la vie maintenant c'est 4 ans, etc., ce n'est plus, ça fait 30 ans, donc c'est plus pensable qu'on puisse aller à la retraite à 60 ans. Tout simplement parce que ça, c'est vos fils qui vont le payer, de toute évidence. Moi, j'ai 65, donc pour moi, c'est fini. Mais c'est surtout les jeunes qui vont payer des dépenses sur les retraites qui sont disproportionnées par rapport aux exigences, qui sont les exigences